a une approche au départ expérimentale. Il a travaillé sur la supraconductivité, notamment le magnétisme, peut-être un jour à la télévision on lui souhaite, et il vient de faire un livre, et donc il a un goût de la vulgarisation. Il a, à ma connaissance, c'est un des premiers chercheurs qui a une chaire de vulgarisation à Paris Sud. Je ne savais même pas que ça existait, donc bravo pour lui pour avoir ouvert ce chemin de la vulgarisation à un haut niveau. Vous pouvez voir ses films sur YouTube, ils sont extraordinaires. Il a une façon de présenter les choses, c'est clair, c'est même peut-être trop clair, peut-être par rapport à ce que ça veut dire tout en dessous, mais voilà, il est extrêmement à l'aise dans cette vulgarisation. Et donc je vais lui laisser la parole pour 45 minutes, on va lui poser des questions après, et puis de toute façon la discussion pourra aussi continuer autour d'un café dans la salle après. Voilà. Je te laisse la parole, 40 minutes pour ta conférence. Bonjour. D'abord une première question pratique, est-ce qu'on le fait avec micro ou sans micro? Sans micro c'est mieux? Oui. D'accord. Il y en a qui voulaient avec, vous entendez moi au fond? Vous m'entendez pas? Non? Là vous m'entendez mieux? Avec micro ou sans? D'accord, donc c'est un micro quantique. Les deux à la fois. D'abord un grand merci à l'association Faites le Savoir de m'accueillir et puis d'avoir organisé cette très chouette journée. Moi je suis toujours impressionné d'arriver à faire des journées grand public sur des thèmes pareils, et en plus en disant aux enfants venez, il va y avoir des ateliers. Wow. Donc voilà. Alors tu m'as demandé bien trop de choses là pour une introduction en disant que j'allais être clair, que ça allait être bien, que vous alliez tout comprendre de la quantique, que j'allais devoir l'introduire, donc c'est à peu près impossible. Donc ne vous attendez pas à tout ça. Voilà, je préfère redescendre les attentes. Donc au début, tu m'avais demandé de faire une introduction à la physique quantique, mais ça ferait très vite une sorte de cours un peu. Alors voilà, il y a eu Planck, il y a eu Bohr, il y a eu Einstein. J'avais pas du tout envie de faire ça. Donc j'ai plutôt choisi de vous présenter 3 exemples qui me semblent caractéristiques de phénomènes quantiques. Mais pas seulement les phénomènes, mais vous raconter comment ils ont été découverts. Parce qu'il me semble que ça dit des choses intéressantes aussi sur la façon dont la science se fait et se développe, et en particulier en physique quantique. Mais ce que je vais dire finalement est très représentatif de la façon dont la science moderne se fait, en tous les cas dans mon domaine, qui est le domaine de la physique des solides, de la physique de la matière. Voilà. Alors là, je me rends compte que l'ordinateur est très très loin de moi. Donc, je vais rapprocher ça un petit peu. Donc voilà, au début, j'avais donné ce titre-là sans réfléchir trop à ce que j'allais raconter. Et puis en commençant à réfléchir hier à ce que j'allais raconter, je me suis rendu compte que c'était pas forcément les plus extraordinaires histoires quantiques, et puis qu'il y avait plein de spécialistes qui allaient me dire « mais non, non, cette histoire, elle est bien mieux, elle est plus chouette et tout ». Donc le nouveau titre, c'est mes 3 découvertes préférées, donc c'est complètement subjectif. Ok ? Voilà. Découverte numéro 1. Voilà. La première découverte, elle est en 1921. La quantique est déjà née en fait. La quantique, elle est née au début du XXe siècle. Elle est née notamment avec des travaux expérimentaux et théoriques. Alors il y a Planck, il y a Einstein. Tout le monde commence à sentir que la matière à petite échelle se comporte de façon étrange. Elle ne se comporte pas... Waouh. Vous pouvez me remettre la lumière juste? Je suis là. Tu veux remettre la lumière? Ah oui, 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 oui. Oh là là, on s'en fiche de ce qu'il y a à l'écran. Merci. Alors, bonjour à nouveau. Au début du XXe siècle, on se rend compte qu'à l'échelle de l'atome, à l'échelle de l'électron, à l'échelle du photon, hein, le petit grain qui compose la lumière, les lois ne sont pas celles dont on a l'habitude. Nous, on a l'habitude des lois newtoniennes, les lois de la mécanique. Voilà, si j'ai un objet et que je le balance, si j'ai repéré où il était au début, quelle était sa masse, et puis à quelle vitesse je le lance, je sais à peu près où il va. Et je sais faire cette trajectoire, et je sais dire où il arrive. Et ça, c'est le grand succès de la mécanique newtonienne. Et voilà, et on fait passer des générations d'étudiants ou d'élèves à calculer des trajectoires parfaitement déterministes. Déterministes, c'est-à-dire que si je sais ce qui se passe au début, je sais ce que ça fait ensuite. D'accord ? Et puis arrive la physique quantique, où tout a l'air étrange et tout ne se comporte pas comme on en avait l'habitude. Et je vais juste vous donner 3 exemples de comportements vraiment inhabituels, qui sont mes 3 préférés. Donc le premier, il arrive en 1921 et en fait il va être découvert expérimentalement. Vous allez voir que c'est un truc qui va revenir souvent dans mon exposé. C'est des expérimentateurs qui découvrent un phénomène soudain complètement inattendu et qui ensuite est compris par des théories. C'est rarement l'inverse en physique quantique. Donc on est en 1921, et alors si on regarde où on est exactement, on est aux États-Unis, on est sur la côte est des États-Unis, et dans un laboratoire qui va être un des grands laboratoires prestigieux du XXe siècle, le Bell Labs, un laboratoire de la compagnie de téléphone américaine. Et c'est pas innocent parce que cette compagnie s'intéresse en particulier aux câbles qui permettent de faire le téléphone et qui permettent de faire communiquer des téléphones entre eux. Et donc ils se posent plein de questions sur les câbles. Vous voyez, ils ne se trouvent pas du tout dans la physique quantique à ce moment-là. Et en particulier, ils se posent des questions de l'endommagement des câbles. Est-ce qu'un câble de téléphone, ça vieillit bien ou mal? Et donc ils demandent à leurs chercheurs d'étudier
eh ben, comment on peut endommager des métaux, que le câble il est fait en métal. Et en particulier, il y a un chercheur, Davison, à qui il demande d'étudier cette question-là, et d'essayer de voir le métal, comment il vieillit. Alors il essaye au début de le bombarder avec des atomes, avec des ions, puis il arrive à l'endommager, à le faire... Puis au bout d'un moment, il se dit, tiens, ça serait marrant de lui balancer des électrons. On a compris quelques années avant qu'existait l'électron, hein, une petite particule élémentaire, chargée négativement. Et donc lui se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je balance sur un bout de métal des électrons et que j'essaye de le bombarder et de l'endommager. Donc il commence à faire des expériences. Au début ça marche pas bien, puis ça marche un peu mieux. Puis il y a tout un travail expérimental pour faire la belle expérience. Et ça va lui prendre des années, hein, plusieurs années, pour arriver à construire un dispositif. Alors le dispositif, le voilà. Ça sera mon seul schéma scientifique à peu près de tout l'exposé. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Prenez un petit filament pour cracher des électrons. D'accord? Donc croyez-moi sur parole, si vous faites ce qu'il faut avec ce filament, ça va envoyer des petits électrons. Et puis les électrons, ils arrivent n'importe où, et là votre but c'est de les accélérer. Alors là, coup de chance, vu qu'ils sont électriques, il suffit de mettre une tension électrique, c'est ce que vous faites hein, quand vous mettez une pile par exemple sur une lampe de poche, vous accélérez les électrons pour faire chauffer le filament et l'éclairer. Alors pas avec les LED, mais avec les vieilles lampes de mon époque à moi en tous les cas. Donc on accélère des électrons et on les balance sur un bout de métal. Lui, il a choisi du nickel. Donc il a une cible de nickel, et vous imaginez, en gros, il joue aux fléchettes sur la cible de nickel avec des électrons. Et après, ce qu'il veut faire, c'est pas seulement ça, c'est détecter où ils vont. Donc il met un détecteur là, mais s'ils vont par là, il ne va pas détecter ceux qui vont là, donc son détecteur, il est capable de le faire tourner pour voir s'il y en a qui arrivent là, 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 là. Et en fonction de l'angle, il va être capable de voir où arrivent les électrons. D'accord? Alors l'expérience, vue comme ça, on se dit, bon, bah, c'est assez fastoche, c'est une galère, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que ça, si vous le faites dans l'air, ça ne va pas marcher, tout va être perturbé, il faut le faire sous vide déjà. Donc il faut tout mettre sous vide, donc vous mettez tout sous une cloche en verre, vous demandez au verrier d'à côté de vous aider à faire ça, puis vous pompez, donc au bout d'un moment, ça va en général péter, il va falloir le refabriquer. Puis tout ça, il faut l'aligner parfaitement, puis cet angle-là, il faut bien le contrôler, puis l'angle de la cible aussi. Bref, il fait tout ça, il y travaille plusieurs années, il arrive finalement à faire l'expérience, et l'expérience ne donne absolument rien, c'est impressionnant tellement elle donne rien. Voilà l'expérience, alors là, je vous ai mis un graphe scientifique. Donc c'est juste l'endroit où arrivent les électrons. Donc en gros, ils arrivent partout, n'importe où. Je vous le dis vite, hein. Quand ils tapent sur la cible de nickel, bah, ils se barrent dans tous les sens. Il y en a qui se barrent derrière, mais ça, ils ne les mesurent pas. Mais ils rebondissent tous dans tous les sens, n'importe comment. Il est un peu déçu. Il retravaille, et il ne se passe absolument rien. Jusqu'à un jour où le labo explose. Alors le labo explose littéralement, c'est-à-dire qu'il y a une bouteille d'air liquide à l'époque qui pète et qui fait péter tout le dispositif. D'accord? Donc le truc en verre explose, donc là ils commencent vraiment à en avoir marre. Hein. Ils doivent tout refabriquer. Et ça a tellement explosé, tellement chauffé que la cible en nickel a fondu. Le nickel a fondu, puis évidemment, quand ça refroidit, il se recristallise, d'accord? Il redevient dur. Il refait l'expérience. Il refait l'expérience, après avoir tout refabriqué, hein, ça lui a pris quelques semaines. Et là, regardez bien ce qu'il mesure. On vous a fait des petits effets de mise en scène, donc là, c'est l'explosion de... Faut pas me faire ça, hein. Il ne mesure pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il mesure? C'est quoi ces espèces de pétales? Ça vous dit juste que les électrons, ils arrivent plus là que là. Plus là que là. Plus là que là. Plus là que là. Soudain, les électrons ont l'air de rebondir dans certaines directions. Il ne comprend pas pourquoi, et il se dit, mais est-ce que ça a à voir à faire avec l'explosion? Est-ce que ma cible de nickel, quand elle a fondu, puis qu'elle a refroidi, quelque chose s'est passé? Il va regarder le nickel sous un microscope, il l'observe, et là il découvre qu'en fait son nickel, en fondant puis en refroidissant, s'est cristallisé. Vous voyez ce que c'est un cristal, hein? C'est des jolies facettes, hein? Un diamant par exemple. Qu'est-ce qu'elle dit, ces facettes? Elle vous dit que les atomes sont parfaitement organisés, c'est pas quelqu'un qui les a taillés après coup. C'est des facettes naturelles. En fait, hein, quand vous allez, les gens savent ça, ceux qui cherchent des roches ou des jolis minerais, par exemple dans les montagnes, quand vous avez des jolies facettes, c'est qu'en fait, vous avez laissé la nature tranquillement faire pousser les atomes les uns après les autres, les uns au-dessus des autres. Ils se sont parfaitement organisés. Et donc, c'est un peu comme une caisse d'oranges où vous laissez bien les oranges s'organiser. À la fin, vous avez toujours les mêmes faces. D'accord? Et lui, il voit ses faces au microscope. Donc, il se rend compte que son bout de nickel s'est cristallisé. Tous les atomes se sont parfaitement réorganisés, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc, il se dit, mais j'ai compris ce qui se passe, évidemment. Si maintenant, là-dedans, les atomes sont bien organisés, bah, c'est comme vous dans la salle, sauf ceux du fond, alors la catastrophe, ceux du fond. Mais les autres, regardez, moi si je suis un électron, là je peux passer, là je peux pas passer, là je peux passer quand je suis entre vous, là je peux pas passer. Si je me mets en diagonale dans le bon axe, je peux peut-être y arriver. On a une sorte de, vous voyez, un Rubik's Cube face à nous, quoi, hein, une organisation d'atomes, avec certaines directions dans lesquelles on peut passer. Donc il fait le petit calcul, et ça marche pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas les bonnes directions. Il sait parfaitement comment les atomes sont organisés, mais en l'occurrence c'est pas ça. Les électrons n'ont pas du tout l'air de passer entre les atomes. C'est d'autres directions qui n'ont rien à voir avec son calcul, pourtant il le vérifie plusieurs fois. Donc là, il est un peu troublé, il ne comprend pas. Et arrive le moment des vacances. Moment clé. Donc ça, c'est pour encourager les chercheurs à prendre plus de vacances.
Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes où le type il fait le truc pendant les vacances, donc ça culpabilise tout le monde, ou pendant la nuit, donc on se dit ah mais je devrais plus bosser et tout. Mais là pour une fois c'est les vacances qui vont résoudre le truc. Il part en vacances en Europe, on est en 1925, donc il a bossé pendant ce temps. L'explosion a eu lieu milieu des années 20, et il va en Angleterre. Il va en Angleterre avec sa famille, mais il en profite, vu que quand même il est physicien, pour aller à une petite conférence de physique organisée dans le coin par un grand physicien, alors à l'époque il était déjà un peu connu, Max Born. Max Born, un des grands théoriciens de la physique quantique de l'époque naissante. Et donc il va voir la conférence de Max Born et arrive cette situation absolument surréaliste. Alors il faut que vous l'imaginiez, donc vous êtes Davison, ok? Et vous venez de faire ces expériences avec des trajectoires que vous ne comprenez absolument pas des électrons. Moi je suis Max Born, je ne suis pas Max Born, mais... donc il y a Max Born, et Max Born dit, écoutez je vais vous expliquer ce qu'est la physique quantique, c'est un truc tout à fait nouveau, incroyable. Et alors notamment il y a cette proposition d'un jeune Français qui vient de faire sa thèse sur le sujet, Louis de Broglie, et qui proclame que la matière aurait un comportement ondulatoire, c'est-à-dire qu'une particule, un corps, serait également une onde. Le truc un peu étrange, vous reconnaîtrez. Moi je ne suis pas une onde, là, je suis un corps, j'espère ne pas être une onde. Et lui dit si, De Broglie a dit que, à petite échelle, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais à petite échelle, si vous étiez capable de voir un atome, vous verriez probablement à la fois un atome et une onde d'atome. Une dualité onde-corpuscule. Mais c'est une théorie. Et comme toujours en physique, on peut avoir des très belles théories, ça peut faire avancer, mais il va falloir une expérience pour la vérifier. Et là, Max Born dit ce truc incroyable, il dit « Et d'ailleurs, un Américain, Davison, vient de montrer que c'est vrai. » Donc Davison dans la pièce, reconnaît son nom, dit « Moi ?» Il dit « Oui, si vous êtes Davison, c'est vous. » Donc il dit « Mais moi, je ne savais même pas que la dualité existait. » Et donc il y a ce truc incroyable qui fait que, en fait, Born et puis d'autres physiciens, regardant les résultats publiés par Davison, eux ont compris ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est la chose suivante. Vous êtes les atomes, vous vous souvenez, les électrons vont sur vous, sauf que maintenant, l'électron, ça n'est pas un corps, mais c'est une onde. Alors là, le problème est complètement différent. Quand j'envoie une vague sur des objets, elle ne va pas juste se glisser entre les objets. Elle va être diffractée, elle va être diffusée, elle va rebondir. Tous ceux qui font, je sais pas, de la natation, qui sont avec un aquarium, peuvent jouer avec ça et vous allez vous en rendre compte. Il y a d'ailleurs des très jolies manips faites juste là-bas, par Vincent notamment, qui pourra vous montrer ça en direct dans un petit bac d'eau. Et donc, le calcul n'est plus du tout le même. Maintenant, si j'envoie une vague sur des atomes régulièrement espacés, ça agit comme ce qu'on appelle un réseau optique. Elles vont être diffractées, elles vont partir dans certaines directions, mais qui n'ont plus rien à voir avec juste une petite bille que j'enverrai. Et donc il fait le calcul en revenant, en bateau j'imagine, et il fait le calcul, et il se rend compte qu'en effet, tous les angles qu'il avait mesurés dans son expérience correspondent exactement à ce qu'on attendait avec une vague. Et donc effectivement, sans s'en rendre compte, il avait démontré que ces électrons se comportaient comme des ondes. Donc il y a ce truc absolument incroyable que j'aime bien dans l'histoire des sciences, qui est un théoricien en France, un expérimentateur aux États-Unis. L'expérimentateur bosse sur son problème, sachant même pas que le théoricien existe, découvre des résultats incroyables. Le théoricien, lui en France, a une idée géniale sans même savoir que l'expérimentateur existe, et soudain, chacun découvre l'existence de l'autre et se dit « Tiens, c'est chouette, t'as démontré mon truc, tiens, c'est chouette, t'as une théorie pour expliquer mon truc. » Et tous les deux auront le prix Nobel après. Donc voilà, le concept de dualité naît aux États-Unis et en France. C'est mon premier concept. Alors, il est un peu plus subtil que ce que je vous ai dit. Au début, ils pensaient que c'était juste ça. Un objet est en même temps une onde. Ils se sont rendus compte après, c'est justement Max Born qui s'en est rendu compte, que c'était un petit peu plus subtil. Cette onde, elle était bizarre. C'était quand même pas comme une vague dans la mer. Je vais essayer de vous décrire en 2 mots ce que c'est que cette onde. Donc ça sera le moment le plus dur de la conférence. Vous êtes prêts psychologiquement? Après, ça ira mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une onde quantique? Donc voilà, vous imaginez votre électron. Au début, on avait dit que c'était une bille. Maintenant, on dit non, c'est une vague. Maintenant, je vous dis non, c'est ni une vague ni une bille. Ça dépend si vous la regardez ou pas. Si vous ne la regardez pas, si je vous demande tous de tourner vers le fond, l'électron va se comporter comme une sorte d'onde. Alors qu'est-ce que j'appelle sorte d'onde? C'est qu'en fait, il est là en probabilité. Il ne choisit pas où il veut être. Il est là en probabilité, et la forme de cette probabilité, c'est une onde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que l'onde, ça soit 2 vagues comme ça. D'accord? Vous les voyez, mes 2 vagues? Et bien ça veut dire qu'il a de bonnes chances d'être là où il y a le haut de la vague, et peu de chances d'être là où il y a le bas de la vague. Mais c'est des chances. Ça veut dire que tant que je ne le mesure pas, il est un peu partout à la fois, il ne choisit pas. Et c'est seulement au moment où vous retournez vers moi, et vous essayez de mesurer où est l'électron, que chouf, il se réduit et c'est un point. Ça redevient une particule. Mais cette particule a choisi de se mettre plutôt en haut de la vague qu'en bas de la vague. La vague, en gros, elle lui dit les probabilités qu'il a d'être à un endroit ou à un autre. Là, je vous ai calmé. Je vous ai dit que c'était le moment un peu costaud. Donc, c'est pour ça qu'en physique quantique, on a un mal fou à vulgariser, parce qu'on dit aux gens, alors c'est une onde, mais non, c'est pas vraiment une onde, mais c'est une probabilité de présence, en fait, c'est une fonction d'onde, en fait, c'est un nombre complexe. Les gens, ils deviennent fous, quoi. Ils disent, mais c'est une onde, c'est pas une onde. Donc j'essaie de vous le redire. Tant que vous n'essayez pas de mesurer un objet quantique, il va être en probabilité dans tout un territoire,
c'est pas juste qu'il va très vite et que vous n'arrivez pas à le suivre, c'est que vraiment, il ne choisit pas. Et c'est seulement quand vous essayez de le mesurer qu'il se réduit soudainement. Nous, on parle de réduction du paquet d'ondes, vous voyez, ça porte bien son nom. Il se réduit en un point, et ce point, il est quelque part dans ce nuage qu'il occupait avant, et la chance qu'il a d'être à un endroit ou à un autre dépend de la hauteur du nuage. Voilà. Alors, bon, acceptez-le. Ça vous montre ensuite toutes les étrangetés qui vont suivre. Si l'objet de base, il est décrit par ce comportement-là, on sent que toute la suite va être compliquée. Alors compliqué, non, pas forcément. Mathématiquement, c'est pas si compliqué, mais c'est non intuitif. On n'en a pas l'habitude. Et pour une bonne raison, c'est que le truc qu'on avait appris en physique avant la physique quantique, c'est que quand on mesure un objet, si on le mesure bien, on ne l'affecte pas. Par exemple, si je prends... non, j'ose pas le faire avec cette bouteille. Si je prends ce sac, d'accord, et que je veux mesurer sa chute, là je regarde pas, il tombe, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'espère que c'est pas fragile. Je le refais en le regardant, et il tombe de la même manière. Il n'est pas sensible au fait que je vais le filmer ou pas. Eh bien en physique quantique, si. En physique quantique, si vous essayez de mesurer l'objet, il va se réduire en un point. Et donc c'est non innocent. Et donc il faut en tenir compte dans la façon dont on mesure les objets. Non, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Alors il y a plein de gens qui se sont amusés à se dire, mais alors qu'est-ce qui fait qu'il se réduit soudain? Est-ce que c'est la conscience du physicien? Est-ce que c'est, je sais pas quoi, une sorte de télépathie tout? Non, non, pas du tout. En fait, on s'en est rendu compte, ça a même été mesuré très proprement, notamment par Serge Haroche, qui est un Français qui a eu le prix Nobel pour ça. Ce qui se passe en fait, quand on dit je le regarde, c'est pas que vous le regardez, c'est pas qu'il y a un effet de conscience et tout, c'est que vous allez devoir utiliser un instrument de mesure, qui est en général composé lui-même de plein d'atomes, et obliger ce petit objet quantique à interagir avec plein d'autres objets à la fois, ça l'empêche de rester dans tout son nuage. On parle d'un couplage à l'environnement. Si vous mettez de l'air dans la pièce, si vous mettez de la lumière, si vous mettez trop d'objets autour, il va se réduire. Tant que vous le laissez tranquille dans son coin, dans le noir ou dans le vide, bien protégé, il va pouvoir rester dans cette espèce de nuage de probabilité. Donc ça c'est mon premier concept. Alors chaque concept, j'ai essayé de vous trouver une application pour vous montrer que ce n'est pas juste un truc pour se faire plaisir. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez essayer de l'imaginer, donc là, représentation complètement fausse, mais juste pour le plaisir, c'est quand on travaille avec des designers et qu'on leur raconte ça, vous voyez, ils imaginent ça comme ça, une espèce de forme en probabilité, et dès qu'on essaie de s'approcher, ça se réduit en un point de la forme. Alors là, tout physicien dirait, mais c'est pas possible que ça soit une pyramide, et oui, c'est vrai, c'est pas possible, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. Chaque fois qu'on essaye de mesurer, ça se réduit en un point, aléatoirement, dans cette forme, mais pas en dehors, par contre. Une application... Une très belle application qui est arrivée quelques années après. Dès que Davison a fait cette découverte et l'a publiée, des physiciens, des Allemands en particulier, se sont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour faire un nouveau microscope? Et l'idée est géniale, vous allez voir, un microscope c'est quoi? C'est de la lumière et des lentilles. Et avec ça on va grossir un objet. Et donc ils se sont dit mais si vous me dites que les électrons c'est comme des ondes, ça veut dire que c'est comme de la lumière, parce que la lumière c'est une onde. Donc je pourrais faire un microscope mais où la lumière ça serait des électrons. Alors évidemment les lentilles c'est plus des lentilles, il faut faire des lentilles pour électrons, on va faire des lentilles électrostatiques. Donc c'est des champs électriques et magnétiques. Et si vous faites ça à la fin, vous avez une espèce de colonne comme ça, là il y a des électrons qui vont partir avec une super tension électrique, qui vont taper dans votre échantillon, vous allez regarder, et vous allez voir et pouvoir grossir un échantillon, un peu comme un microscope normal. Mais il y a un intérêt. Un microscope normal, on est toujours limité par la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire en gros on ne sait pas faire mieux qu'un millionième de mètre. Là vous êtes limité par la longueur d'onde des électrons, vous pouvez aller sans aucun problème jusqu'à l'angstrom par exemple, c'est-à-dire jusqu'à la taille d'un atome. Donc avec ce microscope soudain, on peut voir des objets qu'on ne voyait pas avant. Et donc c'est le moment quiz. Nous aussi on va faire un quiz, il n'y a pas de raison qu'il y ait que les enfants. De toute façon je l'ai lu le quiz, moi je l'ai trouvé impossible, donc voilà. Donc voilà le genre de choses qu'on peut voir avec un microscope électronique. Alors ça, à votre avis, c'est quoi? Allez-y, criez la réponse. Des bactéries? Des bactéries, non. Enfin je sais pas trop, je crois pas. Pollen. Pollen, ouais, peut-être un peu. Là je pense que c'est peut-être du pollen. En gros ça c'est la poussière chez vous. Ouais. Non, non, j'ai pas mis d'animal. J'ai été soft. Ça, c'est quoi d'après vous? De l'eau? Non. De la neige, ouais, c'est un flocon de neige. Vous avez vu, on n'y croit pas, hein, on se dit que c'est un truc fabriqué industriellement. Non, non, c'est un flocon de neige. Ça, c'est un de mes préférés. Hein? Tissu, presque, ouais. La laine, non. Regardez les attaches en bas, là. J'entends pas. Ah non, j'entends vraiment pas, c'est trop loin. Oui, du velcro, je l'ai entendu ici. Vous savez, le truc qui fait scratch sur les tennis? Et ça, c'est le plus impressionnant. Ça, c'est quoi? C'est des atomes. C'est un bout d'aluminium. Donc on est capable, pour la première fois, de voir les atomes dans la matière. Alors ça, on n'a pas été capable de le faire à l'époque.
Ça a été fait depuis, il y a eu d'énormes progrès sur ces objets-là, qui occupent beaucoup de laboratoires de physique notamment, et de biologie. C'est avec ça qu'on voit des tas d'animaux et des tas de bactéries. Mais moi, étant physicien, j'ai rien mis de vivant. C'était ma découverte numéro 1. Elle va être fondatrice parce qu'elle va construire ce concept clé de la dualité onde-particule. Maintenant qu'on sait qu'il y a ce nuage, il va falloir juste trouver comment il se comporte. Et les physiciens vont très vite faire ça. Schrödinger notamment va faire une équation qui permet de comprendre comment ce nuage bouge au cours du temps. Vous vous souvenez de ma trajectoire au début? Je lance un truc et je sais où il arrive. Maintenant c'est le nuage. Si je lance le nuage, je sais ce qu'il fait. Alors à l'arrivée c'est quand même un nuage, donc je ne sais pas où est l'électron, mais je sais parfaitement ce qu'a fait le nuage. C'est complètement déterministe, autant que la physique normale, sauf que c'est déterministe sur un objet un peu flou. D'accord? Donc c'est pour ça quand les gens nous disent « la physique quantique, vous ne savez pas ce que vous faites, il y a le principe d'incertitude, il y a la dualité, on n'y comprend rien, c'est tout flou. » Non, non, il n'y a aucun problème, on a des équations extrêmement rigoureuses, on peut prévoir certaines quantités avec 10 chiffres après la virgule, et quand on va les mesurer en laboratoire, on trouve les 10 chiffres après la virgule. C'est la physique la plus précise qui existe. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas essayer de prévoir ce qu'on ne peut pas prévoir. Si vous me dites où est l'électron, je ne sais pas, je sais où il est en probabilité. Par contre, si vous me demandez l'énergie de l'électron, je sais vous la dire avec 10 chiffres après la virgule. Donc on en est là, la physique quantique naît, ce concept naît, il est manipulé, il est travaillé par tout le monde, et tout le monde est très content. Et ça concerne finalement la forme de l'électron. Mais en même temps, simultanément, je reviens un peu en arrière, j'arrive à ma deuxième découverte, il y en a qui vont aussi s'intéresser, pas seulement à un électron tout seul, mais à l'atome. Qu'est-ce que c'est un atome? Donc au début, on ne savait pas bien qu'un atome existait, après on a pu en prouver l'existence, on s'est vite rendu compte qu'un atome, il y avait l'air d'avoir des choses électriques dedans, après on s'est rendu compte qu'il y avait un noyau, dans lequel il y avait une charge positive, qui était tout petit au milieu. Petit, ça veut dire qu'il fait 1/100 millième de la taille de l'atome, tout petit. Et puis autour de lui, des électrons, et les gens imaginaient que les électrons tournaient autour de l'atome, autour du noyau, un peu comme des planètes autour d'un soleil. Et puis la physique quantique est arrivée et a un peu mis ça par terre, notamment Niels Bohr et puis d'autres après lui, qui ont dit ça n'a pas l'air de marcher. Même ça serait impossible pour des tas de raisons, en particulier les électrons, ils devraient aller s'écraser sur le noyau très très vite, parce que le noyau devrait les attirer. Parce que le noyau il est positif et eux ils sont négatifs, donc ce truc-là ça tient pas la route, c'est pas possible, il y a autre chose. Et donc Niels Bohr et d'autres après lui revisitent l'image de l'atome et essayent de le décrire autrement, avec d'autres concepts, et ils disent qu'il est quantifié. C'est un truc bizarre la quantification, on va y revenir un petit peu, mais il y a cette idée qu'il y a des choses discontinues qui apparaissent, c'est un peu ça la quantification. On ne peut pas aller doucement d'une valeur à une autre, on a des sortes de paliers, des sortes de sauts discontinus. Et ça c'est une théorie à l'époque, on n'est pas sûr que ça marche, ça a l'air de marcher avec certaines expériences de spectre d'atomes, et puis il y a plein de gens qui n'y croient pas. D'accord? Donc on est après la Première Guerre mondiale, et les gens ne sont pas convaincus que l'atome c'est quantique. D'accord? On n'a pas encore eu Davison, on n'a pas encore eu De Broglie, ils sont en train de réfléchir, ça arrivera quelques années plus tard. Donc je me rends compte en vous la racontant que j'aurais dû la mettre en première, celle-là, c'est pas grave. Donc faites semblant de ne pas vous souvenir de tout ce que je vous ai raconté. Voilà, c'était vous il y a un quart d'heure. Et on est en 1922, vous voyez, c'est très simultané. Mais cette fois-ci, on est en Europe, on est à Francfort. On est à Francfort avec un physicien que j'adore qui s'appelle Otto Stern. Otto Stern, il n'est pas forcément le plus connu des physiciens de la quantique. Otto Stern, au début, c'était un théoricien. C'était le premier assistant d'Einstein. Quand même la classe. Et arrive la Première Guerre mondiale, et il est embauché notamment du côté militaire dans une station météo, qui l'oblige à faire des expériences, et il y prend goût. Et donc il va faire ce truc très rare dans le monde de la physique et dans le monde des sciences, c'est qu'il était théoricien, il va devenir expérimentateur. Alors ça ne va pas devenir un super expérimentateur, il est assez mauvais avec les expériences, il fait souvent plein de bêtises, mais ça l'intéresse, et dans les idées des expériences, là par contre il est excellent. Et il va justement se mettre à collaborer avec un expérimentateur qui lui est exceptionnel, qui s'appelle Walter Gerlach. Ils vont bosser ensemble pour essayer de comprendre les atomes. Donc les voilà, Otto Stern, il est là. Walter Gerlach, il est là. Remarquez un point hyper important pour la suite, il fume le cigare. Souvenez-vous de ça. L'expérience, elle est là, je vais vous la raconter, l'expérience. Ils essayent de comprendre comment se comporte un atome, et en particulier, eux, la question très bête qui se pose, c'est est-ce qu'un atome, c'est magnétique ou pas? D'accord? Donc pour savoir si un atome, c'est magnétique ou pas, l'expérience qu'on pourrait imaginer, c'est que je prends un atome, puis je le mets dans un champ magnétique, et je regarde s'il réagit ou pas. Alors dit comme ça, c'est fastoche, mais comment vous faites pour prendre un atome? D'accord? Et c'est là où ils vont être très forts, ils vont arriver à faire des techniques inspirées en fait d'un français qui s'appelle des techniques de jet moléculaire. Alors l'idée est la suivante, regardez, vous prenez un four ici, et vous faites chauffer du métal, encore du métal, eux ils prennent de l'argent. Vous le faites chauffer au point qu'il s'évapore, donc il y a des petits atomes d'argent qui se barrent dans le four n'importe où, puis vous faites un petit trou dans le four, donc il y a des atomes qui sortent du four n'importe où, dans la pièce. Et là juste après vous mettez une petite fente comme ça. Alors la petite fente elle va sélectionner une partie des atomes, donc il ne vous reste pas beaucoup d'atomes à la fin, mais ceux qui passent par la fente, vous êtes sûr qu'ils vont tout droit dans une certaine direction. Et si vous mettez une deuxième fente derrière, là vous les avez vraiment filtrés, vous avez choisi les atomes qui vont tout droit en sortant du four par là. D'accord? Donc vous avez les atomes, un jet d'atomes, un peu comme un tuyau d'arrosage, sauf qu'il y en a très peu. Alors c'est une chance et une malchance à la fois. C'est une chance parce que ça veut dire que chaque atome ne voit pas ses voisins.
il est comme isolé, donc si vous mesurez quelque chose, vous mesurez quelque chose pour un atome, pas pour un conglomérat d'atomes. Pour le physicien, c'est plus simple. Une malchance parce qu'il y en a trop peu, donc vous ne les voyez pas. Alors ils disent, c'est pas grave, on va mettre un écran ici, puis au bout d'un moment, on va avoir une tache d'argent. Un petit bout d'argent qui arrive. Et ils font ça, ils ne voient rien du tout. Et c'est là qu'arrive le cigare. Donc le physicien, à l'époque, est pauvre, donc il a des cigares de mauvaise qualité. Donc le cigare contient du soufre. Et il se trouve que la légende raconte qu'ils sont en train de fumer le cigare, et puis ils arrivent près de l'écran sur lequel doit avoir l'argent. Ils soufflent le cigare, et regardez ce qui se passe à ce moment-là. Ça, c'est leur écran. J'ai vraiment pris la photo de l'écran d'origine. Et voilà ce qui arrive quand la fumée de cigare arrive sur l'écran. Il apparaît une tache noire. Alors on se dit, mais l'argent, c'est pas noir. En fait, le soufre a réagi avec l'argent pour faire du sulfure d'argent, qui est un truc noir. Tous les gens qui ont fait de la photo argentique savent ce que c'est. Ça, c'est du développement photo qu'on est en train de faire, à l'ancienne. Donc, se rendant compte de ça, ils se disent, bon, on va arrêter avec les cigares. Maintenant, on va développer, comme avec la photo, nos plaques, et on va voir où sont les atomes d'argent. Donc là, ils voient apparaître les atomes d'argent. Et là, Otto Stern a ce réflexe formidable. Otto Stern ne croyait pas à la quantique. Il avait parié avec des potes en disant, la quantique, ça va jamais marcher, c'est n'importe quoi, l'atome n'est pas quantique. En voyant ça, il dit, l'atome est quantique. Pourquoi il dit ça? Regardez bien, parce qu'il voit, alors oubliez le haut et le bas, mais il voit une tâche là, une tâche là. D'accord? Donc c'est discontinu. Ils n'arrivent pas partout, les atomes. Ils arrivent que dans deux directions. Ce qu'il est en train de voir dans son expérience, c'est que quand on envoie des atomes d'argent n'importe comment, ils sortent du four n'importe comment, qu'on leur met un champ magnétique ici, et bien ils choisissent d'aller systématiquement, alors ici c'est à droite ou à gauche, jamais au milieu. Toujours à droite, toujours à gauche. Comme s'ils avaient choisi à l'avance comment se mettre pour pouvoir aller à droite ou à gauche en subissant le champ magnétique. Il ne comprend pas trop pourquoi, il ne comprend pas trop comment, mais il est honnête, et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il prend cette image-là, il en fait une carte postale, qu'il envoie à Niels Bohr, à Copenhague, où il colle son expérience, et il dit, cher professeur Bohr, vous aviez raison, la nature est quantique. Là, je vous dis ça, je ne sais pas lire l'allemand, donc j'imagine qu'il écrit la nature est quantique. Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? On l'a compris depuis. Là encore, c'est une expérience qui va être comprise seulement quelques années après. Ce qu'on va comprendre, c'est qu'en fait, dans les atomes d'argent se cache un petit aimant quantique, on appelle ça un spin. D'accord? Alors c'est quoi? C'est comme un aimant. L'aimant, vous connaissez, hein, il y a un pôle nord, un pôle sud, sauf qu'il est quantique. Donc il n'a droit qu'à deux directions. Ça serait une espèce d'aimant, mais que vous n'avez pas le droit de mettre horizontalement, vous pouvez le mettre que comme ça ou comme ça. D'accord? Donc vous avez ces spins dans les atomes. L'atome arrive avec son spin soit comme ça, soit comme ça. Il voit un champ magnétique, donc soit il va dans un sens, soit il va dans l'autre, selon le sens de son spin. Donc il vient de montrer que l'atome est quantique et qu'en plus il contient dedans des petites entités magnétiques, on appellera le spin plus tard, qui se comportent de façon complètement discontinue. Donc la quantification, c'est cette idée que vous n'avez pas le droit à toutes les positions, ou toutes les vitesses, ou toutes les énergies. Il y a des paliers, vous sautez soudainement d'un palier à un autre. Ici c'est la direction du spin. Autre exemple, l'énergie est souvent quantifiée, ça veut dire que si vous avez un atome quantique qui est sur l'autoroute, vous allez le voir à 20 km/h, à 40 km/h, à 70 km/h, mais vous ne le verrez jamais vous ne le verrez jamais accélérer continuellement. Il va sauter soudainement d'une vitesse à une autre vitesse, d'une énergie à une autre énergie. Donc vous voyez, c'est un monde très troublant, c'est un monde de probabilité, et en plus c'est un monde avec des comportements extrêmement discontinus. Et c'est ce que montre cette expérience. On appelle ça l'expérience de Stern et Gerlach, une des expériences fondatrices de la physique quantique. Je vous fais remarquer que c'est exactement comme Davison. En faisant cette expérience, il n'a aucune idée de ce qu'il va mesurer. Ça ne marche absolument pas avec les théories de l'époque qui ne savaient même pas que le spin existait. Et c'est seulement quelques années après qu'on va se rendre compte de ce qui se passait dans cette expérience. Et que ça va permettre de faire naître ce concept du spin. Et c'est même pire que ça, dans ce cas-là en particulier, quand on lit vraiment l'histoire, les types qui ont découvert le spin après, c'était absolument pas à cause de cette expérience, c'était pour d'autres raisons, liées à des spectres d'atomes d'hydrogène. Et après quoi, ils se sont dit, ah bah tiens, ça tombe bien, ça nous permet de comprendre Stern et Gerlach. Voilà. Concept numéro 2, application du spin. Oh, il y en a plein, hein, tout le magnétisme. Expliquer ce qu'est un aimant, c'est utiliser les spins par exemple. En électronique, on peut utiliser les spins aussi, mais il y en a une que vous connaissez peut-être dans un autre monde, c'est l'IRM. L'IRM dans les hôpitaux, elle manipule vos spins. Alors elle ne manipule pas les spins de vos électrons, elle manipule le spin de vos noyaux. Donc en fait, on aurait dû appeler ça l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. On a enlevé le mot nucléaire pour ne pas foutre la trouille aux gens. Mais c'est vraiment pour ne pas foutre la trouille aux gens. On regarde les spins de vos noyaux et on s'en sert comme des sortes de petites caméras de ce qui se passe autour d'eux. Et le spin du noyau, quand on le fait basculer, quand on regarde comment il remonte, et ben en fait il ne va pas remonter de la même manière selon par exemple qu'on soit dans une tumeur cancéreuse ou dans une zone saine du cerveau. Et donc ça va permettre de détecter dans un corps humain différentes zones, et ça va permettre de faire ces images-là. Alors c'est des images dont on a l'habitude maintenant, mais à l'époque, il y a encore 20 ou 30 ans, on ne savait pas les faire. On ne coupe pas le bonhomme en tranches pour faire ça. On utilise juste une technique de physique quantique pour pénétrer dans son cerveau, et en plus ça n'a absolument aucun effet sur le corps humain, parce que c'est des champs statiques qui n'ont pas d'effet sur le corps humain.
Donc c'est bien mieux en plus que les rayons X, parce qu'en plus on ne met pas de radiation chez les gens. Enfin c'est aussi bien les rayons X. Autre invention du monde de la quantique. Donc ça c'est l'IRM, une très belle application de la manipulation du spin. Inutile de vous dire que Stern et Gerlach ou les autres qui ont permis ça, je pense notamment à Peter Zeeman à la fin du 19e siècle, avaient absolument aucune idée que ça puisse servir un jour à quelqu'un ou que ça puisse servir pour faire un truc dans un hôpital. C'est seulement 50, 60 ans plus tard qu'on en a l'idée et qu'on arrive à le maîtriser. Donc ça vous montre que la recherche, si on lui dit trouve-nous un truc pour détecter les tumeurs cancéreuses, ça va pas toujours marcher. Parfois il faut dire aux gens vas-y, t'as envie d'étudier le spin, étudie le spin, fais-toi plaisir, on verra bien si ça sert à quelque chose plus tard. Et 50, 60, 70 ans après, arrive l'application. On s'est fait 2 découvertes, on a déjà bien avancé, il commence à faire chaud dans la pièce. 3e découverte. Je suis encore dans les temps ou pas du tout? Il me reste combien de temps en fait? Je vois écrit 2h moins 5, mais ça c'est pas possible. Hein. 3h moins 5, donc j'ai encore combien de temps? 10 minutes, c'est parfait. 3e découverte, on la doit à Leo Esaki. Je me suis dit que j'allais arrêter de mettre que des Américains ou des Européens. Voilà un Japonais qui travaille chez Sony. Sony vient de naître, on est dans les années 50 et il fabrique des transistors. Transistor Sony. Pourquoi on appelait ça un transistor? Parce que ça contenait un petit composant électronique qui est le transistor. Donc on s'est dit que c'était plus simple de l'appeler par le nom de son composant. Comment ça marche un transistor, une radio? Ça marche avec ces petits composants qui ont été inventés fin des années 50 fin des années 40 pardon, par des physiciens, là encore de la physique quantique, hein, Bardeen, Shockley, Brattain, qui vont inventer un petit composant qui permet de remplacer les tubes à vide de l'époque. C'est un truc qui permet de faire un interrupteur, mais tout petit. Et qui permet de faire aussi un amplificateur de courant, mais tout petit, en utilisant des astuces de physique quantique. Okay. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet de faire passer, je le dis vite, hein, mais vous avez une sorte de barrière au milieu, vous l'imaginez, et ça permet de faire passer les électrons d'un côté à l'autre côté, en contrôlant les tensions. Et donc lui, il développe les transistors pour Sony, et on vient le voir Leo Esaki en lui disant, écoute, là on avait le modèle TR28 qui marchait bien, et le modèle TR57, le modèle du futur, là, ne marche pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous tester pourquoi il ne marche pas? Et donc il va tester le comportement électrique de la radio, du transistor. Et il mesure ça. Voilà, donc ça vous dit rien. Alors ça, pour tout physicien, c'est impossible, parce que regardez bien ce qu'il y a. Ça, c'est la tension, ça, c'est le courant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une loi d'Ohm, en gros, ça doit monter, il ne faut pas que ça descende. D'accord? Si ça descend, on ne comprend pas. Plus vous mettez de tension, plus j'augmente ma pile électrique, plus le courant passe. C'est ça la loi d'Ohm. Et donc il faut que ça monte, la courbe. Et regarde bien ici, ça redescend avant de remonter. Ça redescend avant de remonter. Une résistance négative. Donc là, Leo Esaki se dit, c'est très bizarre ce composant, je comprends pourquoi il ne marche pas, leur radio. Mais il est malin, hein. Il ne se contente pas de résoudre le problème d'ingénieur, qui va être de leur dire comment changer le dopage du transistor. Lui, il va se dire, il y a un truc de physique intéressant, je le fouille. Et Sony dit, vas-y, fouille-le si ça t'intéresse. Ce qui est remarquable de la part de Sony. Un peu comme Bell Labs a financé pendant 10 ans Davison à étudier des électrons sur un bout de nickel qui ne servait à rien à personne. D'accord? Donc ce courage de certaines entreprises industrielles de financer de la recherche fondamentale à un moment donné. Et il cherche, il étudie, il se rend compte qu'en fait, ce qui se passe dans son transistor, c'est qu'il est en train de voir un effet qui avait été prédit dans les années 20-30 justement par Schrödinger et tous ces gens-là qui manipulaient les objets mais qui n'avaient jamais été vus proprement. Il se rend compte qu'en fait il est en train de le voir, c'est l'effet tunnel. Et donc il va dire au monde, je viens de prouver expérimentalement l'effet tunnel et il va avoir un prix Nobel pour ça quelques années après. Donc je vais essayer de vous expliquer quel est cet effet qu'il est en train de voir dans son transistor et à quel point il est incroyable cet effet. Alors l'effet, je vais vous montrer une petite vidéo qui le décrit. Voilà, vous imaginez que vous avez un mur et que vous balancez un électron dessus par exemple. Okay. Donc vous vous souvenez, l'électron, c'est pas une bille. Hein. Si c'était une bille, ça serait un truc de tennis. Hein. Je balance une balle, elle rebondit. Okay. Mais vu que c'est une onde, normalement, il va se passer la même chose. L'onde, elle arrive, elle rebondit sur le mur et elle revient, comme une onde dans un aquarium. Sauf si le mur est très fin. Regardez bien ce qui se passe si le mur est très fin. Donc là, vous avez le mur, et puis vous envoyez des machins quantiques. Donc c'est une espèce d'onde qui arrive et puis qui rebondit. Vous la voyez rebondir? Pas de problème. Et maintenant, regardez bien, on va rétrécir le mur. Vous imaginez que vous pouvez faire des murs de plus en plus fins. Ben, si le mur est très fin, à un moment donné, l'onde, elle a la taille du mur. Et donc, elle peut passer à travers. Et donc, de temps en temps, en probabilité, l'onde que vous envoyez va passer à travers le mur, comme s'il y avait un tunnel ici. Mais il n'y a pas de tunnel. Hein. On appelle ça l'effet tunnel, il n'y a aucun tunnel. Les particules quantiques sont capables de traverser des barrières fines. Voilà, si moi j'ai une particule quantique et que le mur est fin, si je cours très vite sur le mur, je peux avoir une chance de temps en temps de passer à travers. Plus le mur est fin, plus j'ai de chances de passer à travers. D'accord ? Donc si vous voulez tester si vous êtes quantique ou pas, testez cette expérience, et ça va. Pour tous les gens qui croient à certaines pseudo-sciences qui vous disent votre conscience est quantique, allez-y, foncez sur le mur et vous me racontez après. Et c'est cet effet-là qui bousillait les transistors, parce qu'évidemment les électrons fuyaient dans le transistor, s'échappaient à travers la paroi et le mur, donc le transistor ne marchait plus du tout comme prévu, et donc ça bousillait, et ça faisait que c'était très contre-productif pour Sony, mais ça a permis de voir cet effet expérimentalement. L'effet tunnel, un effet absolument incroyable.
Alors pareil, moi je travaille beaucoup avec des designers, et notamment on leur a demandé ça vous inspire quoi l'effet tunnel. Donc vous vous souvenez, hein, il y a Paul, hein, c'est lui fait toujours son truc avec son machin triangulaire. Vous le reconnaissez, le mur ici. Là c'est rebondi. À chaque fois qu'il le touche, vous avez vu, ça hop, redevient une particule, mais de temps en temps, la particule se retrouve de l'autre côté. Elle s'est téléportée de l'autre côté du mur, littéralement. Autre interprétation, un peu différente, il y avait une designeuse qui s'appelait Natacha qui, elle, voulait imaginer son appartement s'il était quantique. Donc elle s'était dit, ça ferait quoi l'effet tunnel dans mon appartement? Donc ça passe à travers les murs. Vous avez vu que c'était la cuisine et la salle de bain? J'explique hein, quand même. Alors galère pour les voisins, l'effet tunnel, regardez. Le cas le pire, c'est si vous faites des crêpes. Donc l'effet tunnel, ça vous montre qu'à notre échelle, ça serait vraiment étrange. C'est pour ça qu'on dit parfois que la physique quantique, elle est étrange, elle échappe à nos intuitions, etc. Vous voyez ce qui se cache derrière. C'est qu'effectivement, si je le ramène à mon échelle, il se passe vraiment des choses impossibles. Mais il ne faut pas le ramener à notre échelle. Parce que plein d'arguments scientifiques, expérimentaux et théoriques montrent qu'à notre échelle, dans une pièce où il fait chaud avec de la lumière, etc., on n'aura pas d'effet tunnel. Et pour un objet gros. D'accord? Il faut être dans des conditions quantiques pour le voir. Donc en fait, il ne faut surtout pas extrapoler comme elle l'a fait. Mais elle voulait vous montrer à quel point ça serait absurde si ça existait à notre échelle. Application de l'effet tunnel. Alors ça, c'est peut-être mon application préférée. Alors, soyons honnêtes, c'est pas une application, c'est un truc de physicien. Je vais vous dire, la vraie application de l'effet tunnel, c'est toutes vos clés USB. Toutes les mémoires flash fonctionnent à base d'effet tunnel. Le principe, en gros, c'est faire des 0 et des 1. C'est ça, les mémoires. Et puis, quand on débranche la clé USB, que ça marche encore. Et ça, c'est un problème, parce que si c'est électriquement qu'on a fait ça, normalement, si on débranche, ben, tout le courant se rebarre, et c'est fini. Et donc, l'idée, c'est comment vous pouvez piéger des électrons, mais sans rien dessouder, sans rien faire, et que vous débranchez, que ça reste piégé. C'est-à-dire que votre fichier ne s'efface pas. Et donc ça, vous le faites par effet tunnel, vous faites sauter les électrons dans une petite île par effet tunnel, puis après, vous arrêtez la tension qui a permis de faire sauter les électrons, et donc ils restent piégés dans leur île, ils ne peuvent plus ressortir. Et si vous voulez faire ressortir pour changer la mémoire, pour écrire un autre fichier, ben vous remettez la bonne tension dans le bon sens, et ils vont repartir. Donc en fait, l'effet tunnel, son application très concrète, c'est toutes les mémoires de vos appareils électroniques, plus ou moins, il y a d'autres systèmes, mais en gros. D'accord? Mais c'est pas celle-là que je vais vous montrer, moi je vais vous montrer mon application préférée, qui est vraiment un truc de physicien pour se faire plaisir. Elle est inventée par Binning et Rohrer dans les années 80. Eux se disent, est-ce qu'on pourrait prendre l'effet tunnel pour enfin voir les atomes? On n'a pas encore vu les atomes à cette époque-là, on sait qu'ils existent, mais on ne les a pas vus. Et eux se disent, est-ce qu'on pourrait pas inventer un objet qui permet de voir les atomes? Alors avant de vous montrer l'objet, je vais vous montrer l'article. Donc voilà l'article qu'ils écrivent, on est en 30 avril 1982. Ils disent, on a réussi avec, il y a le mot tunnel ici qui se cache, avec un microscope à effet tunnel, à voir ça. Et voilà la première image des atomes, regardez, elle est superbe. J'aime bien la montrer parce que quand on vous montre des images des atomes, c'est bien plus joli que ça. C'est des super trucs en 3D, marron, brun, jaune et tout. C'est ça, la première image des atomes. Regardez bien, une espèce de relief, un peu comme une montagne. À chaque fois qu'on monte d'une marche, eux ils reconstituent, ils mesurent la taille et on voit que ça correspond à la taille d'un atome. Donc ils ont vu des marches atomiques. Donc là, ils peuvent dire qu'ils ont vu l'épaisseur d'un atome. Comment ils font ça? Ils utilisent le microscope à effet tunnel, ils utilisent l'effet tunnel de cette façon. Regardez bien. C'est ça, hein, le microscope à effet tunnel, ça n'a pas du tout une tronche de microscope. Dedans c'est comme ça, mais je veux juste vous montrer le principe. Vous prenez une pointe métallique très fine et vous l'amenez au-dessus du matériau que vous voulez regarder. Ça c'est les atomes. Quel stress. Et ça c'est la pointe, et vous mettez une tension électrique pour essayer de faire sauter les électrons par effet tunnel. Vous vous souvenez de ma vidéo tout à l'heure, maintenant je la tourne de 90 degrés. Donc si je mets une tension électrique, ça y est, là il saute par effet tunnel de là à là. Et ça fait un courant. Et vous mesurez le courant. L'effet tunnel il marche que, vous vous souvenez, si vous êtes assez près. Donc dès que je suis entre deux atomes, ça marche pas. Ça marche que si je suis vraiment au-dessus d'un atome. Donc il suffit juste de tracer où ça marche. Vous tracez où vous arrivez à arracher des électrons, et si vous faites ça, bah, vous allez voir apparaître des atomes sur l'écran. Vous ne voyez pas les atomes, vous voyez une signature indirecte de la présence des atomes. Ils sont là, ils crachent des électrons par effet tunnel, et vous pouvez le repérer. Donc c'est très indirect, mais ça permet quand même de voir où sont les atomes. Alors on peut faire bien plus fort. Bon ça je vous zappe ça, parce que ça c'est de la spectroscopie, vous vous en foutez complètement. Mais ce que j'aime, c'est ça. Regardez, vous faites la même chose, mais maintenant vous êtes vraiment bourrin, c'est-à-dire que vous mettez une énorme tension électrique. Si vous faites ça et qu'il y a un atome un peu au-dessus, vous pouvez presque le coller et il s'accroche à votre pointe. Et après vous bougez, vous savez où bouger parce que vous avez repéré où sont les autres avant, puis après vous le reposez. Vous venez de déplacer un atome.
Donc vous venez soudain d'inventer les nanotechnologies, vous venez soudain d'être capable de faire un motif avec des atomes, de prendre un atome et de le mettre à volonté où vous voulez. Vous n'êtes plus seulement capable de voir les atomes, mais de les positionner. Alors dans la vraie vie, c'est quoi? Ben, c'est ça. Voilà une image d'un bout de silicium vu de haut, et les taches là, c'est des atomes. Cette image-là, on ne savait pas la faire avant 1982, et on sait la faire maintenant, presque quotidiennement, dans les laboratoires de physique. Non, non, c'est pour rien, c'est juste un bout de silicium, et on regarde où sont les atomes, et ça fait des jolies nids d'abeilles, des jolies fleurs. Vous avez remarqué comme c'est joliment organisé? On se souvient de Davison et Germer, hein, le bout de nickel joliment organisé, c'était ça, c'est un cristal. Puis vous pouvez faire mieux maintenant, vous pouvez écrire, voilà le premier mot écrit avec des atomes, IBM, parce que ça a été fait chez IBM, donc ils se sont dit écrit IBM. Des atomes ici, voilà, est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin? Des atomes de xénon sur du nickel, encore le nickel, c'est un hasard, hein. Et on pose des atomes, alors l'atome c'est pas du tout une pointe, mais la façon dont ils le mesurent, ça donne une pointe à la fin. Et ils écrivent un mot, donc c'est le mot le plus petit du monde. D'accord? Alors ça c'est fort, mais vous pouvez faire bien mieux, vous pouvez commencer à faire de la physique. Par exemple là, ils se sont amusés à mettre des atomes pour faire une sorte de, vous voyez, un choral de western, faire un rodéo. Et là, si vous regardez au milieu, il y a des vagues qui apparaissent, avec une forme tout à fait particulière, ça montre que la nature d'un métal, c'est des ondes. Et vous voyez se révéler les ondes, ils n'ont rien rajouté. Si vous regardez juste les électrons, ils font des ondes au milieu du choral. Encore plus fort, là, on commence à être dans les nanotechnologies, c'est des gens qui ont essayé de fabriquer un transistor, comme celui de Esaki, mais avec un seul atome. Et on commence à savoir faire des transistors à un atome qu'on peut voir et manipuler avec le microscope à effet tunnel. Ça, j'ai pas le temps. Et ça, c'est les gens d'IBM qui se sont dit, bon, maintenant on va faire le film le plus petit du monde. Donc je vous présente le film le plus petit du monde. Chaque bille, là, c'est un atome. Donc le côté du film, c'est quelques nanomètres, hein, des milliardièmes de mètres. C'est pour ça que l'histoire est un peu sommaire. Regardez bien le point absolument magique, c'est pas seulement d'avoir mis les atomes, de les avoir bougés, mais regardez, il y a des petites ondes autour des atomes. Vous les voyez? La nature du métal est ondulatoire, les électrons dans le métal se comportent comme des ondes. Nous on parle d'oscillation de Friedel, ça avait été découvert en plus à l'époque par quelqu'un de mon laboratoire. Et donc après vous faites le film le plus minable du monde, mais le plus incroyable à la fois. Rendez-vous compte que tout ce film a été fait à 4 degrés du zéro absolu, en positionnant des atomes, en les bougeant un à un, pour faire un petit stop motion et pour faire une animation, où j'imagine qu'à la fin ils vont écrire IBM, parce que quand même... Donc voilà, vous pourrez dire que vous avez vu le film le plus petit du monde. Ouais, avec le slogan IBM, je le laisse parce que quand même ils ont bossé, donc ils ont le droit d'avoir leur nom. Vous avez vu, ils écrivent mieux qu'avant, hein, maintenant, c'est plus seulement... Donc cette troisième expérience vous montre à nouveau un effet très subtil et très étrange de physique quantique, traverser des parois. Et comme les deux autres fois, ce concept très fondamental, très théorique, on pourrait se dire, oh là là, ils se font plaisir dans leur labo, va trouver des applications dans la vie quotidienne, dans les technologies modernes qu'on ne soupçonnait pas avant et qui vont permettre d'inventer des microscopes, d'inventer des mémoires flash, etc., etc. Et ça, c'est un truc très classique en physique quantique, c'est qu'on va essayer d'explorer des continents inconnus, de découvrir des nouveaux matériaux, des nouveaux phénomènes, de les domestiquer, de jouer avec. Les gens vont nous dire à quoi ça sert, on va essayer de leur inventer un truc en leur faisant croire que ça va servir à un ordinateur quantique, à machin. En fait, on se fait plaisir par curiosité parce qu'on veut explorer ce monde jusque dans ses retranchements. Et après, parfois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans après, ça peut avoir une utilité. Autre point que j'ai essayé d'illustrer, c'est que souvent on imagine que la physique, moi c'est ce qu'on m'avait montré en tous les cas quand j'étais lycéen ou étudiant, c'est des théoriciens géniaux qui font des super équations, et puis derrière des expérimentateurs qui péniblement vont juste vérifier les équations. Donc on a la courbe du théoricien, puis on regarde si les points ils marchent sur la courbe. C'est ce qu'on fait en TP en général. Et ce que j'ai découvert moi-même quand je suis arrivé dans un labo de physique, puis même quand j'ai lu l'histoire des sciences, c'est que c'est à peu près jamais comme ça, ou rarement. Le seul cas dans mon exposé c'était comme ça, c'était Esaki. Léo Esaki, en mesurant, mesure effectivement un effet tunnel qui avait été prévu théoriquement avant. Mais dans tous les autres cas, ils ont soudain découvert un truc que personne n'attendait avant, et c'est ça le plus grand plaisir de l'expérimentateur en général, c'est d'aller voir le théoricien en disant « ça, tu l'avais prévu ». Et puis bon, après, évidemment, le théoricien va avoir le rôle de trouver le concept, de trouver l'idée, de trouver comment ça s'intègre dans une théorie ou que ça la contredit. Donc voilà, Léo Esaki, mais par contre, Davison et Germer, ils ne savaient même pas que la dualité existe quand ils ont fait leurs expériences. Et puis Otto Stern et Walter Gerlach, eux, ils n'y croyaient même pas aux théories. Et soudain, ils ont découvert la quantification qui leur a vraiment sauté au visage. Voilà, je tiens à remercier Marine Joumard qui a fait toutes les illustrations qui sont extraites du petit livre dont on vous a parlé, qui est au fond. Et je me suis resservi de toutes ces illustrations dans l'exposé. Donc elle n'est pas là, mais je la remercie quand même. Et puis je vous remercie tous pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est le bon moment. Oui. Au crier.